pour le 10h midi. On est très en forme, on vous prévient tout de suite. On est très énervé, très en colère. Il y a plein de choses qui nous agacent. On est là ce matin, voilà, j'annonce la couleur, avec Timothée Gaget, directeur de l'agence de communication Archer. Bonjour. Bonjour Mathieu Valérie. Alterman, journaliste, auteur. Vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brunes et vous êtes tous les vendredis dans TPMP sur C8. Vous êtes très énervé. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis. Bonjour Valérie. On vous retrouve le lundi matin également sur Sud Radio dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour, c'est très agréable, j'ai un gros rhume et les gens me fuient. Ah bah oui, comme ça. si j'étais une pestiférée. Certains vont dire que vous auriez dû rester chez vous. Oui. Mais bon. Ils auraient adoré. Oui, vous n'êtes pas. J'ai un rhume. Vous avez un rhume. Bon, on espère que Ça commence comme on ça. espère que ce n'est qu'un rhume. Évidemment, on va parler du coronavirus. On comprend pas très bien toujours les mesures qui sont annoncées, l'incohérence de certaines choses, c'est-à-dire le semi-marathon interdit, mais les matchs de foot continuent. Enfin bon, on va en parler avec vous. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous faites attention? Et puis sur la psychose, quand on voit les rayons des supermarchés, de certains supermarchés qui ont été dévalisés, les produits ménagers et les pâtes, les conserves. On en parle avec vous. On va parler du 49.3. Est-ce que vous trouvez que c'est cynique de la part du gouvernement d'avoir décrété ce 49.3 le samedi soir en catimini? On parle de tous ces sujets avec vous. On va commencer avec le tour de table de ce qui a retenu votre attention. Timothée, allez, on reste dans le... Moi, je reste sur un coup de cœur, comme je sais que mes petits camarades sont très remontés. Coup de cœur, même si le Salon de l'Agriculture a fermé ses portes un jour plus tôt, j'ai trouvé qu'il était très intéressant et positif cette année. Il y a eu plein de sujets de fond abordés, la loi Egalim, la réforme de la PAC, l'agribashing. Mais il y a aussi eu, genre, je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour, il y a quand même du très positif. Vous voyez les enfants émerveillés devant tous ces animaux. Vous faites le tour des dégustations des produits régionaux et des petits vins locaux, et c'est quand même quelque chose de très positif, le salon de l'agriculture. Le concours général fêtait ses 150 ans, et je pense qu'on peut tirer notre coup de chapeau aux agriculteurs. Enfin, quand même, le coup de cœur, c'est la naissance d'Aristide, votre bébé, hier. Voilà. Merci Moi, beaucoup, j'espérais Sophie. quand même. Bravo Ça me au fait nouveau relativiser tout. Oui, Voilà. Vous avez absolument. préféré aller au salon de l'agriculture plutôt qu'à l'accouchement, rassurez-nous, vous êtes allé à l'accouchement. Écoutez, vous avez vu une vache velée, finalement, vous assistez à votre accouchement et vous voyez Non, ça. mais je rêve. Et vous trouvez ça Non, mais finalement je très rêve. soft. Attention. Sophie. Alors moi, j'ai un coup de gueule général. Je trouve que cette ambiance délétère et la façon dont on se comporte est juste effondrante. Que ça va de la psychose qu'on est en train d'entretenir, et pardon, mais les médias, ils émettent le paquet. Et c'est pour ça que je ne sais plus, peut-être que c'est leur devoir, mais je ne sais plus. Peut-être la faute politique dont on parlera tout à l'heure, de mélanger effectivement un 49.3. J'ai regardé la cérémonie des Césars à la télé, j'ai été On va en parler dans un effondrée. instant. Je Tiens, suis effondrée réagissez, de voir 0826 300 300, on va parler des Césars, évidemment. les émigrés, la Grèce là qui arrive parce qu'il y a une guerre, etc. Les migrants. Oui, les migrants. Ouais. Il y a il y a une guerre en cours. La psychose générale et l'absence de dignité. Il y a un moment, ça suffit d'avoir peur de tout, ça suffit de râler toute la journée. On se prend en main, on va bosser. Si on a la grippe, on aura la grippe. Et puis ça commence à bien faire. Alors vraiment, non. Je veux dire, on dramatise tout. Vous êtes en train de nous dire, il faut s'en foutre. Oui. Voilà. Oui. Absolument. Oui, mais il y a quand même une ambiance. En prenant des précautions, Je trouve bien qu'il y sûr. a- je pensais que vous alliez parler de l'ambiance générale aussi. On l'a vu dans le zapping de Gilles ce matin avec Trump qui ridiculise ses adversaires. C'était assez drôle. Cette interview, moi, ça fait partie de mes coups de gueule. Après, je vous donnerai la parole. Mais hier soir, sur M6 d'Alexandra de Tadeo, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette jeune femme. Honteux, ça aussi. Je trouvais cette interview assez scandaleuse. C'était quoi, cette Alors, elle s'en est pris plein la tête sur les réseaux sociaux. Mais elle dit, oui, tout ce qu'il y a autour de cette affaire m'a paru disproportionné. Enfin, après, on en pense qu'on en veut, mais elle n'était pas crédible une Bonne seconde analyste. dans ce qu'elle ça fait partie de ma liste, mais j'ai pas disait. le temps. Mais c'est vrai que j'ai trouvé cette interview absolument lamentable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les uns et les J'ai vu autres. passer quelques extraits, mais j'ai été choqué de voir. Sur la forme et sur le fond. Mais le principe qu'elle voulait rester discrète, les parents qui étaient atterrés, c'est une fille de bonne famille. Alors, et puis en fait, Fille manipulée, bah en oui, plus, le selon truc, ses tu parents. sens que c'est répété.
qu'elle est là pour raconter le truc. J'avais l'impression, tu sais, de genre les anges de la télé-réalité quand ils se confient à la caméra en disant ouais, j'ai fait ça, mais c'est vrai. J'ai eu cette impression-là. Or, on était sur un JT, donc il y a vraiment un truc qui va plus. Ou marié au premier regard. Sans compter qu'elle ment parce que je sais de sources sûres, je vous dirai pas par qui, qu'avant même qu'elle soit arrêtée, elle appelait ses parents en disant parce que je connais quelqu'un qui était derrière la porte pour pas vous cacher, et elle appelait en étant en panique en disant qu'est-ce qui va se passer, ça va être une horreur. Non, elle a tout à fait conscience de la gravité des actes, elle le savait. Donc c'est une comédienne. Oui, enfin, c'est le sentiment qu'elle a donné, en tout cas. Elle c'est est barge, pour faire tout ça, il faut être barge. Ouais. Elle est manipulatrice, je pense qu'elle a de grandes ambitions personnelles. Ouais. Oh non, de quoi? Si. Bah, déjà le fait de passer, vous qui êtes communicant, si ça avait été votre cliente, moi je n'aurais pas conseillé de passer à la télé. Non, mais ils ont enfin, je trouve que le trio de choc, là, le Russe, Juan Branco et elle, ils ont deux attitudes assez contradictoires. C'est qu'ils ont un côté... en fait, on voulait pas mettre un énorme bazar, on a fait écouter ça pour dénoncer, et en même temps, ils font une communication hallucinante en cherchant à tout prix à se mettre en avant. Et surtout, le plus choquant, c'est pas moi, les je trouve médias qui vont les chercher, mais pardon. non, mais Bien non, sûr, non, vous avez le loisir de répondre non. Vous avez le loisir de répondre non. On vient vous demander, vous répondez non. Non, mais eux, ce cas particulier est vrai. Mais vous avez vu comment se comportent les médias dès qu'il y a quelque chose, n'importe quel mais là, accident. c'est pas la faute Mais des bien sûr, médias. c'est pas la faute des médias. Le Juan Branco qui dit qu'il a rien à voir là-dessus. dedans et on sort tous les 3 jours une vidéo de lui en pseudo-révolutionnaire. Laissons tomber ça. Je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment... Est-ce qu'on est obligé de faire des couvertures de Paris Match comme on en a fait? Non, mais attends, Sophie a raison, je suis désolé, elle a raison. On met une loupe sur un dingue. Oui, voilà. C'est un dingue. Mais s'il n'y avait pas eu cet événement politique quand même majeur de Griveaux qui se retire. Non, mais à la limite, s'il avait dit écoutez, c'est ma vie, c'est mon sgeg, la campagne continue. Bon, très bien, on n'en parlerait plus, c'était pas un fait politique. Aujourd'hui, c'est devenu un fait politique. Excusez-moi, la campagne des municipales, on peut pas dire qu'elle ait quand même pas été changée depuis cette vidéo et ces 3 personnes. Oui, voilà, c'est fini. Bon, on va passer n'en parle pas de ces gens inintéressants au possible qu'on célèbre comme des stars. Couverture de Paris Match, la une. C'est pour ça que ça me faisait penser aux anges de la télé-réalité. Oui, c'est ça. Il y a un truc. Vous avez un coup de gueule, vous, Alexis? C'était pour rebondir parce que c'est un peu ça va alors avec, allez-y avec Mathieu. Mathieu, c'est pour les Césars. Oui. Alors, je ne vais pas parler de l'affaire Polanski parce que c'est pas le nœud du problème au César. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a des gens minoritaires idéologiquement, et pas du tout en raison d'ethnie ou d'origine, ça n'a rien à voir, qui avaient une grille de lecture. Leur grille de lecture, et ils l'ont dévoilé au début de l'émission, c'était de dire qu'en gros, les minorités n'étaient jamais visibles ou jamais primées, et que de toute façon, Polanski interdit. Qu'est-ce qui se passe tout au long de la cérémonie? Eh bien, les minorités, elles ont été primées pour des excellents films. D'ailleurs, on ne parle pas du palmarès, qui est excellent. Et Polanski a eu le César. Et là, ces gens-là on dit péter un câble, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient minoritaires au sein même des 4000 personnes qui votent au César. Alors, le pompon du jour, c'est la tribune de Virginie Despentes dans Libération, qui est du grand n'importe quoi, puisqu'elle mélange le concept de minorité et majorité qu'elle associe à dominant-dominé. Or, ça n'a rien à voir. C'est un raccourci terrible, ça ne veut rien dire. Et en plus, elle explique dans sa tribune que le film de Polanski a coûté 25 millions et que c'est un téléfilm. Alors déjà, c'est pas 25 millions le chiffre téléfilm. Quand on voit les films de Virginie Despentes, à côté de quoi Plus belle la vie, c'est François Truffaut, vous voyez. Et surtout, qui est-elle? Enfin, à un moment, vous savez, le nœud du problème, c'est que le film de Cécile Sciamma, qui était soutenu par tout le monde, n'a pas remporté un grand succès en France et est un échec à l'export. Alors qu'au même moment, le film de Polanski cartonne dans les pays européens. C'est ça le nœud du problème et qui les rend dingues. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas ça le nœud du problème. Si, parce que c'est l'entre-soi. Mais si, c'est l'entre-soi de gens qui considèrent que c'est que leur goût qui compte, que le reste c'est pas bien, qui sont dominés par... Alors que, excusez-moi, mais là, le fond de Polanski, c'est pas, pour eux, c'est pas une histoire commerciale. C'est le viol. À l'affaire de viol, je veux juste dire une chose. Il n'est pas normal qu'en France, on puisse s'exprimer publiquement... Enfin, attendez, je recommence. Qu'on puisse porter plainte sur une affaire prescrite, c'est pas normal. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse supprimer la prescription. On ne porte pas plainte pour une affaire prescrite. On peut pas. Si, ce que vous dites est incorrect. On ne peut pas porter plainte pour une affaire prescrite. Bah si. Bah non, puisque c'est prescrit par définition. Mais si, Polanski, il y a des plaintes qui ont été faites. Qui ont été faites. Justement, et après on vous dit c'est prescrit. Elles se sont exprimées dans les médias, mais parce qu'il y a plus. Non, mais il y a eu des plaintes. Si, elles ont porté plainte sur des affaires prescrites. Si, symboliquement, elles ont porté plainte. Il n'est pas normal qu'on puisse symboliquement porter plainte et s'exprimer sur une affaire prescrite. Ce qu'il faudrait, c'est soit supprimer la prescription dans une affaire de viol, comme ça on pourrait porter plainte
Indéfiniment. Et je rappelle qu'en France, vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur une affaire où on a amnistié la personne. Donc c'est complètement faux. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de parler. Il a été condamné, Polanski. Non, mais il a été condamné aux États-Unis. Il a fait sa peine aux États-Unis. Il a fait 2 mois de prison. Non, il est parti parce qu'on a eu une autre peine. Parce qu'on avait une autre. Bon, on va pas refaire le débat. Le juge qui a refait la peine a été dessaisi de l'affaire et on a reconnu que. De toute façon, je suis d'accord avec vous. Donc voilà. Timothée n'en est pas d'accord. Juste une toute petite chose, c'est que Alain Terzian, qui a lancé les Césars et qui a vraiment fait un énorme succès de cette opération, a été viré comme un malpropre, comme jamais on a viré quelqu'un. Et il n'a même pas eu le loisir de s'exprimer. On l'a accusé pratiquement d'être Polanski lui-même. Enfin bon. Et il m'expliquait que la façon dont on a jugé ce film, ça fait 25 ans que c'est fait. C'est une boîte qui est à Nantes, qui est complètement anonyme. Il ne voit rien du tout. Ouais. C'est un jury qui est tous les ans le même. C'est pour ça d'ailleurs que le jury a jugé en son âme et conscience, absolument. Et donc on a essayé de faire croire qu'il manipulait les choses, que c'était lui qui était à l'origine de ça. Donc tout de A à Z dans cette opération est lamentable. Et enfin, la sélection des films, c'est pas Nantes, c'est pas la société à Nantes qui l'a fait. Il y a une première sélection qui est faite. Tu l'as dit, on l'accuse d'être conventionnel et ringard. Il y a pas, franchement, c'est pas des films conventionnels et ringards. Pas du tout. Mais c'est la tyrannie de la minorité politisée. Oui. C'est tout. Allez, moi j'avais 2 coups de gueule sur les Césars, c'est que le fait que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu n'ait pas gagné de prix. Alors c'est le film. Non, mais c'est le film qui a fait le plus d'entrées. C'est le film qui a fait le plus d'entrées. Oui, mais l'année dernière, il y a Cannes aussi. L'année dernière, il aurait dû avoir le prix du. Danny Boone a eu le prix du public. Et là, on a supprimé le vote, enfin la manière de voter. Et c'est vraiment dommage. Le numéro 2, qui est un tout petit peu moins bien, mais qui est formidable. Excusez-moi. Oui, mais c'est le film le plus populaire, c'est ce qui fait le plus d'entrées. Ah oui, mais ça, c'est pas chic du tout d'être populaire. Vous savez, c'est un mauvais exemple parce que Les Bronzés 3 est un des plus grands succès du cinéma. Il a 90% de retours négatifs. Donc c'est pas parce que ça marche que les gens aiment un film. C'est vrai. Absolument. Ouais. On va marquer une petite pause, puis vous aurez votre coup de gueule. Et puis moi, j'en ai encore un autre. À tout de suite. Avec vous, on est un petit peu long sur nos coups de cœur et nos coups de gueule. Plutôt des coups de gueule ce matin, mais on va parler. Du bien. On va parler du 49.3 là aussi, avec quand même des questions. Est-ce qu'on a instrumentalisé le coronavirus pour faire passer ce 49.3 ? C'est la vraie question. Alors, Alexis Poulain, votre coup de gueule est en lien avec les Césars. On aurait peut-être dû suspendre la cérémonie des Césars pour cause de coronavirus. Ça aurait évité bien des soucis à notre pays, déjà bien froissé avec tout. Non, j'avais un coup de gueule. Alors, c'est sûr que la tribune de Despentes, elle mélange un peu tout et répond à ça une tribune de BHL qui remélange aussi un peu tout. Étonnant. Il y a un confusionnisme total sur qu'est-ce que les gens veulent dire au final. Et ça, c'est le problème du communautarisme et de la montée des minorités. Enfin, on a vu tous ces discours. Au final, on perd l'intérêt général, on perd le principe. Qu'il y ait des dominants, des dominés, c'est pas nouveau. Qu'il y ait des violeurs, c'est pas nouveau. J'avais dit sur l'affaire Polanski qu'il aurait fallu que justice soit faite à l'époque, quand il a fui la justice américaine. Là, il y avait un problème. Et comme il était ressortissant français, il a pu trouver refuge en France et sans problème. Maintenant, c'est un peu tard de revenir sur ces affaires. Effectivement, quand on voit les images où il dit qu'en gros, la pédophilie est autorisé en France. Oui, c'est ça. Il vient ici parce que c'est un pays. Non, il dit qu'il y a des pays où effectivement, il vaut mieux aller dans les pays où on peut. Non, c'est pas ce qu'il dit. Je suis obligé de revenir là-dessus. Ce qu'il explique, c'est qu'aux États-Unis. Je connais l'interview. Ce qu'il dit, c'est que aux États-Unis, quand vous couchez avec une mineure, c'est requalifié automatiquement en pédophilie. Alors que dans les autres pays, c'est requalifié en détournement de mineurs, ce qui n'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. C'est ce qui fait la carrière de Maznev. Donc on a un problème de société. On a un problème de société sur ce modèle patriarcal, évidemment, sur cette domination-là, sur les violeurs aussi, il va falloir faire évoluer ça. Et ça, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça évolue pas, en fait. Il n'y a pas de transition, c'est un clash. C'est 2 générations, c'est plein de choses qui font qu'on a cette cérémonie des Césars totalement lunaire, quoi. Où les gens savent pas où se mettre, où tout le monde est gêné, où on comprend pas ce que portent les gens. Et puis, c'est vrai, si vous n'êtes pas d'accord, n'y allez pas. Que fait Florence Foresti si elle veut pas présenter ? Qu'elle ne présente pas. Après, il y a l'argument de dire, j'y vais, je dis ce que j'ai à dire. Pour se montrer en train de partir. Non, mais il y a l'argument de dire Florence Foresti y est allée parce qu'elle avait des choses à dire, parce qu'elle est... Oui, enfin, elle les a dit, c'était des attaques, c'était de l'humour, on aime, on n'aime pas. C'était pas forcément de haut niveau d'attaquer sur la taille de c'est une fille qui est drôle et qui a du talent, et je pense que moi je n'ai même pas compris. J'ai compris au second degré. Au début, j'ai dit on est ici, on n'a pas le droit de prononcer le nom. J'ai compris qu'elle se moquait des gens qui ne voulaient même pas prononcer le nom. Pas du tout. C'était son intention. C'était son avis, elle. Ouais. Donc, il y a quelques mois, il y a eu les Oscars qui étaient présentés par Rick Gervais. Rick Gervais, qui est un immense humoriste anglais, qui a dénoncé justement
la vie en permanence des comédiens, Oui, surtout, oui. et ce politiquement correct. Et en fait, la France n'a pas du tout écouté ce qu'a dit Éric Gervais, parce que ce qu'il a dit aux Oscars, c'est exactement ça qui nous insupporte. Quelle est la légitimité pour des comédiens d'avoir des avis sur tout? Et alors, autre chose, pourtant, j'aime beaucoup notre ministre de la Culture. J'ai trouvé quand même que notre ministre de la Culture, qui est bien, non, moi je l'aime bien, et j'ai trouvé que avant la cérémonie, allait dire... Mais avant, par contre, il a fait une faute. C'est pas parce que j'aime bien les gens que je ne reconnais pas quand ils font des erreurs. Je trouve qu'elle est balancée sans savoir quel va être le résultat, que ce serait un mauvais signal que de primer le film. Non, le film, oui. Alors, mais primer le réalisateur, je rebondis sur ce qu'a dit Mathieu. Ce qui est rigolo, c'est que les pays anglo-saxons qui sont allés beaucoup plus loin dans le politiquement correct et beaucoup plus loin dans le communautarisme, disons que commence à s'apercevoir que ça nuit un peu à tout, à la fois à la politique, mais aussi à la fois à l'art. Et justement, cette cérémonie des Oscars, je me souviens du discours d'entrée, montrait ça et dénonçait ça. Sans doute qu'il y a aussi un peu une théorie de balancier, c'est-à-dire qu'en France, on n'est pas encore allé assez loin, donc on n'a pas encore ce retour de balancier. Vous savez pourquoi ? Et on est encore en train de creuser ça. Eh ben, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi là-bas aux États-Unis ils se sont rendus compte? Parce que Donald Trump est passé. Trump est passé à cause de l'excès de politiquement correct. Et donc c'est vrai. Les libéraux aujourd'hui ont compris qu'il fallait surtout dire n'importe quoi, ça fait du bien. Voilà. Et moi, j'ai vu la cérémonie des Césars et je me suis dit cette chose horrible. Je me suis dit, il faudra la rediffuser quand malheureusement l'extrême droite prendra le pouvoir en France, parce que on comprendra pourquoi. Et c'est terrible. Et c'est terrible, c'est que c'est la gauche qui a provoqué. Bien sûr. C'est la gauche qui a provoqué. Ils travaillent sans s'en rendre compte pour le FN. Mais exactement. Effectivement, l'intervention de Aïssa Maïga a créé un gros malaise où elle a voulu compter les noirs dans la salle. On imagine l'inverse. Et c'est vrai que c'est tellement loin de l'idéal républicain. Je veux dire, enfin, on peut pas à la fois dire on est pour une république qui intègre tout le monde, qui est laïque, qui fait pas de différence sur la couleur de peau, sur les origines, et en même temps aller compter les gens. Alors, d'un autre côté, ça aurait pu être fait avec humour et talent. Il faut nuancer. Autant c'était malvenu et stupide ici, autant le fait de refuser de compter en France, qui permet de ne pas avoir des statistiques, est encore autre chose, et je ne suis pas du tout sûre que ce soit une bonne chose. Juste le tweet de Rokhaya Diallo ce matin, les gens font mine de ne pas comprendre ce que dit Aïssa Maïga au sujet de Vincent Cassel. C'est vrai qu'elle a interrogé Vincent Cassel. Alors elle explique pourquoi, je vous lis, dans La haine, vous vous souvenez de ce film, ils étaient 3, donc ils étaient à IT, il y a ENT normalement, je signale. L'acteur arabe a dû s'expatrier pour faire carrière, l'acteur noir a disparu de nos écrans, seul Cassel a percé et a donc endossé symboliquement ce rôle de mec de cité. Donc en gros, d'un côté on nous dit ras-le-bol que les noirs, les arabes soient dans des rôles de voyous dans les cités, et puis de l'autre côté on nous dit les blancs n'ont pas le droit de jouer des mecs de cité. Non, on est dans il y a 25 ans. Donc si elle prend pour illustrer la société française d'aujourd'hui un film d'il y a 25 ans, je peux aussi dire que dans les films de Jean Renoir de 1930, il n'y avait pas de noirs. Sans compter qu'on en a profité pour l'accuser d'avoir une petite amie plus jeune, en plus. Oui, c'est un autre racisme. Non, mais là-dessus, c'est sur l'appropriation culturelle, le fait que c'est un jeune bourgeois qui joue le mec de banlieue. Ça, c'est ce qui pose problème, en fait. C'est ce côté, à un moment, c'est la lutte des classes. C'est un peu ce qui est sur le loup que personne ne veut lever, en disant, mais c'est vrai, le cinéma, c'est une affaire de riches, globalement, quoi. Il faut beaucoup d'argent pour produire, il faut arriver à faire des choses. Et donc, on va orienter comme ça. Et c'est faux, puisqu'il y a beaucoup de films politiques, beaucoup de réalisateurs qui viennent de ces milieux-là. Mais effectivement, Cassel, c'est le seul qui reste, qui fait carrière. Les autres n'ont pas eu la même carrière que lui. Après, c'est peut-être une question de talent. Bah oui. C'est peut-être une question aussi de réseau aussi. Il y a ça aussi, c'est comment tu choisis aussi de mener ta carrière. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ça peut paraître choquant. Et comme on a Les Misérables, le film de Ladjili qui a été primé et qui montre autrement, un peu c'est la haine de 2020. Là, on voit effectivement le fossé qu'il peut y avoir entre comment c'était à l'époque avec Kassovitz et comment c'est aujourd'hui. Et sa jeune personne qui a eu que des mecs sur la scène. Ça a été commenté ça à la fin. Quand même dire aussi ce qui s'est passé Gare de Lyon, qui est passé un peu à l'as avec le 49.3, le 49.3, les Césars, etc. Un concert. Des jeux de lumière incroyables. La pyrotechnie, waouh. De Fali Ipupa, non, mais les médias savent plus donner de la tête. Des militants de la diaspora congolaise qui ont manifesté contre cet artiste. Et c'est vrai que ces violences étaient absolument
incroyable et insensé. Oui, mais enfin, vous imaginez, vous êtes policier, vous êtes submergé de trucs et votre nouveau machin, c'est faut faire attention au concert. Ouais, enfin, ouais. c'est un sketch, quoi. Et là maintenant, ça devient fou. Enfin, Non, mais j'ai trouvé ces Puis on va images accuser les flics absolument après. désastreuses, absolument Non, désastreuses. mais ça remet quand même en parallèle les manifestations de Gilets jaunes, qui sont très Ouais. calmes, comparées aux manifestations. Oui, de- enfin, ça de- remet de aussi en critiques, perspective l'état de notre pays, parce que c'est notre pays, qu'on a tous une responsabilité individuelle, qu'il faut plus accepter tout ça, qu'il faut réagir soi-même. C'est-à-dire aller se battre dans la rue. Mais je pense que quand on voit quelqu'un se faire agresser, tout le monde se barre. Hein. Excusez-moi, mais oui. Il y a un moment, un pays est tenu par ses propres habitants, que ce soit pour la saleté, la sécurité, etc. On ne peut pas indéfiniment se planquer. mais vous avez Non, mais oublié un attendez, détail. oui. La France, c'est le pays de la Révolution française où il a fallu du sang et des morts pour avoir le même résultat qu'en Angleterre sans mort. Voilà, globalement. Oui, mais j'ai pas envie de recommencer. Bah, moi. oui, Allez. mais c'est dans les gènes du pays. Oui. On va parler Qui a du... dit qu'il y avait une révolution froide? On va parler du Guerre civile. 49.3, on va parler des incohérences dans le coronavirus, enfin dans la principe de précaution du coronavirus. On a un petit peu de mal à comprendre un petit peu où on est, où on va et pourquoi des choses sont maintenues. Vous vous interrogez, je crois que dans le sud-ouest, il y a des choses qui sont maintenues, des manifestations, alors qu'ailleurs c'est interdit. On en parle avec vous, 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Le 49.3 qui est passé samedi soir en catimini, procédure accélérée lors d'un conseil des ministres qui était dédié au coronavirus. Évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur le timing de ce 49.3 qui manque pas d'interroger. On savait que ça finirait par un 49.3, mais c'est vrai que là, ce conseil des ministres qui intervient là, on se demande quand même pourquoi ça... Vous avez raison, Valérie, de souligner qu'on savait que ça terminerait par un 49.3. Parce que quand j'entends Mélenchon faire le premier surprise, c'est un peu comme si le directeur d'une boîte de striptease découvrait qu'il avait des danseuses qui faisaient des films tout nus. Quoi. Ouais. C'est un peu ça. Quoi. On le sait, qu'on savait qu'elle... Effectivement, maintenant, le faire passer le samedi, là, il y a... Et je sais pas, est-ce que c'est un cynisme ou une incompétence? Est-ce que je sais pas. Ou est-ce que c'est la volonté de radicaliser une opposition? Oui. Je pense malheureusement que ce soit ça. Clairement. Et c'est dangereux. Oui, C'est mais jouer avec le radicaliser feu. une opposition qui ne pourra pas manifester pour cause de Non, coronavirus. mais c'est pas une question de manifester parce que alors déjà c'est la grande classe. Conseil des ministres sur la santé publique sur une crise majeure qui est celle du coronavirus pour sortir avec un 49.3, c'est lamentable. Le message politique est lamentable en termes d'image. Je crois qu'ils ont oublié les municipales. La REM a complètement oublié même simplement avoir un peu d'estime de soi. C'est scandaleux et lamentable. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont cru à l'étiquette En Marche qui aujourd'hui se disent aïe, j'ai peut-être fait l'énorme connerie politique de ma carrière. Ceux-là, on les reverra plus tard. Mais le problème, ce que disait Mathieu, et il a tout à fait raison, c'est que derrière cette volonté violente de gouverner un peu à la je m'en foutiste en disant c'est comme ça et puis de toute façon maintenant on fait ce qu'on veut et on profite des mauvaises nouvelles pour en faire passer d'autres, c'est pas nouveau, mais c'est tellement, on se cache même plus, on arrive à une radicalisation des oppositions et c'est extrêmement dangereux parce que ce sera pas des manifestations. Techniquement, qu'est-ce qui commence à se passer? Eh bien, les permanences des députés, la REM commence à être à nouveau vandalisée. C'est-à-dire que c'est action-réaction et derrière, ce week-end. Pourquoi? Parce que là où il y a la fabrique des lois, l'Assemblée nationale, c'est là que doit être le débat démocratique, c'est là que ça devait être représentatif. Or, ça n'est pas aujourd'hui. Il n'y avait pas de débat démocratique, il n'y avait pas de fabrique de la loi. Bien sûr que non, et c'est pour ça que ça finit en 49.3. Elle était empêchée. Mais elle était discutée. On aurait pu. Elle n'était pas discutée. Écoutez, il y avait 40 000 amendements sur une virgule, un point virgule. Ça, c'était pour parler du fond, pour arriver à dire. Problème, c'est la valeur du point. Le problème, c'est la FIMO. Le problème, c'était le financement un partenaire social qui est d'accord avec cette réforme. Le MEDEF a dit c'est n'importe quoi, le financement. On attend le résultat de la conférence de financement. Et tout ça, il n'y a rien d'engagé correctement dans cette réforme. Le Premier ministre a intégré 300 amendements de l'opposition. Oui, justement. 300 amendements, il a intégré. Mais on ne sait pas quels amendements. Si c'est justement des arguments. Le point, ça devait être cette semaine, justement, la valeur du point. Il y a une erreur psychologique. C'est pour ça que le 49.3 est dégainé. C'est pire qu'une erreur politique, c'est une erreur psychologique d'avoir adopté ce 49.3 à une réunion sur le coronavirus. C'est indéfendable, c'est incompréhensible et je n'arrive même pas à trouver une excuse ou une explication. Si, l'explication, c'est faisons passer la mauvaise nouvelle dans la mauvaise nouvelle. Oui, alors attention, je finis une seconde. Donc je ne peux pas croire, et je ne veux pas croire qu'ils se sont dit ouais, super, ça va pas se voir parce qu'on parle du coronavirus. C'est pas possible. Très bien que ça va se voir. Ils ne se sont pas dit ça et arrêtons
l'impression de voir le mal partout. Ne pas comprendre que le mélange des genres allait être mal compris, c'est inimaginable. Maintenant, effectivement, le résultat... ça, c'est autre chose. On discute du 49.3. Fallait-il un 49.3 ? C'est un autre sujet. Je pense qu'il y a un moment, ça a été utilisé dans le passé un nombre incalculable de fois. Il y a un moment où il y avait une volonté délibérée de ne pas pouvoir faire travailler le gouvernement. Et il y a un moment où ras-le-bol. Donc ça, c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est vraiment le moment parce que ça va. On savait que le 49.3 allait provoquer des réactions, forcément, de ceux qui l'ont souhaité, en plus, de ceux qui l'ont cherché, ce 49.3, pour aller râler. Mais là, le moment est tellement mal choisi qu'on a les pires craintes sur ce qui va se passer. Alors, juste, j'ai ajouté une chose. C'est pas pour autant qu'il faut croire que le gouvernement utilise le coronavirus pour faire passer le 49.3. Je suis d'accord, mais ça donne l'impression. Voilà, mais ce que je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, coronavirus ou pas, le 49.3 allait arriver à peu près à ce moment-là. C'est juste qu'il n'aurait jamais dû le faire passer ce jour-là. Voilà. Ouais. Oui. Timothée Gagé. Alors, Timothée Gagé. Il faudrait quand même arrêter de faire passer le gouvernement actuel pour un gouvernement totalitaire. Le 49.3 a été utilisé 89 fois depuis le début de la Ve République. Les travaux, de toute façon, parlementaires devaient être suspendus le 6 mars à l'Assemblée nationale, puisqu'après on rentre dans la campagne municipale. Et pour ce qui est du débat démocratique et du fait de faire la loi, de fabriquer la loi, on est d'accord, c'est le boulot du Parlement. Mais pour l'instant, en 13 jours de débat parlementaire, on n'arrivait qu'à l'article 8 du projet de loi. 13 jours. Mais attendez, il n'y a pas de débat parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a, je suis d'accord, mais on sait ce matin. Il y a 41 000 amendements, dont 30 000 déposés par la France Insoumise et le groupe communiste. C'est pas des amendements. Ils sont 17 à l'Assemblée. Oui, ils sont 17 à l'Assemblée. Mais c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon ce matin sur France Inter en disant mais comme nous sommes 17, qu'en face ils sont 400, nous n'avons pas d'autre choix que le blocage. Attendez, pas bien sûr. Un parlementaire, il n'est pas là pour bloquer, il est là pour débattre. Mais c'est ce qu'ils font d'ailleurs. C'est ce blocage-là qui permet le débat. Quand vous déposez des amendements en disant on va changer une virgule, c'est pas du débat. Le Premier ministre a accepté 300 amendements. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, 300 en combien de temps ? Pas tous en même temps. Pour connaître des députés de tendances différentes, depuis 2 ans, ils vivent l'enfer absolu avec les députés France Insoumise qui ne débattent pas, qui font de l'obstruction permanente et qui en gros disent c'est ce qu'on propose ou rien. Donc à un moment ils deviennent fous, ils en peuvent plus. C'est faux. Ruffin a proposé des choses sur les enfants handicapés qui ont été refusées par la majorité, mais en disant attendez, il y a un travail constructif aussi. Ça a été rechangé depuis. Dans les 300 amendements, il y a justement ça arrive beaucoup des amendements. Il y a eu beaucoup d'amendements où on changeait c'était pour après revenir dans le fond. Mais sur le 49.3, rappelez-vous en 2016 quand Valls sort son 49.3, à l'époque, notre cher Premier ministre quitte l'Assemblée en disant c'est scandaleux et comment c'est possible. Et Bruno Le Maire disait à l'époque, quand on est obligé d'utiliser un instrument aussi brutal, ça sent la fin de règne. Non, mais ils disent tous le contraire. Ils disent tous tout et n'importe quoi le contraire. C'est quand même un aveu de faiblesse. On a une majorité de 300 non, c'est députés la Constitution. et on utilise un 49.3. Non, mais c'est un aveu de faiblesse. C'est pas vrai. Rocard l'a utilisé alors qu'il était en position de force. Il n'était pas avec une majorité. 15 fois. Oui, non, 23 fois. Mais on a Barbara avec nous en ligne. Bonjour Barbara. Barbara, bonjour. Bonjour Valérie, merci beaucoup de me donner l'accès à la parole. Oui, accès. Alors vraiment, je suis catastrophée une fois de plus. Dès que le gouvernement met en branle quelque chose, ça finit en eau de boudin, excusez-moi d'expression. Parce que je considère, déjà à titre personnel, que le 49.3, c'est un des points faibles de notre Constitution. Je pense que si le gouvernement avait pris la peine d'étudier ces dossiers avant et de proposer un projet de loi sur les réformes de retraite qui conviennent à la majorité des Français, je ne dis pas à tous les Français, c'est impossible, mais qui conviennent à une large majorité, on n'aurait pas la catastrophe sociale et politique qu'on a en ce moment. Et maintenant, je rappelle que si des députés de l'opposition, quelle que soit cette opposition, proposent des amendements, il ne faut pas oublier que ces députés sont quand même des élus du peuple. Ils ont des électeurs, ils répercutent ce qui ne va pas et ce que nous essayons de dire. Je rappelle aussi qu'on a un pays qui s'appelle la Suisse. Je peux vous dire qu'une réforme comme la réforme des retraites aurait été validée par le peuple dans une votation.
Oui, moi je voulais un référendum d'ailleurs. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites et je rajouterais qu'il est quand même incroyable d'arriver à utiliser un 49.3 pour une réforme qui était dans le programme avant même la présidentielle. C'est quand même incroyable. Ils auraient dû le faire passer cette réforme tout de suite en expliquant dès le départ. Mais ils s'y sont mal pris depuis le début, on le sait. Moi, je m'inquiète. Est-ce que derrière le président, il n'y a pas quand même que des gens complètement incompétents et j'ai peur qu'on soit un peu là-dedans. Moi j'aurais fait on efface tout et on recommence. Une réforme aussi emblématique qui engage les finances publiques pour aussi longtemps aurait certainement dû être présenté en début de quinquennat au moment où la popularité est haute. Je pense qu'il a été très mal entouré, c'est vrai aussi. Après, là, il est bien mais que faire? Sinon, vous ne faites pas de réforme dans ce cas-là. Mais pourquoi faire une réforme comme ça? C'est ça le truc. Non, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, je veux bien revenir là-dessus. On en a parlé pendant 2 mois. Oui, c'est quand même 2 ans. Mais il y a l'angle mort, c'est qu'a fait Delevoye pendant 2 ans. C'est ça. On le sait ça. Bah non, on ne sait pas. Et là, à votre avis, Alexis, vous qui avez suivi, entre autres, beaucoup les Gilets jaunes, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ce 49.3 est de nature à relancer une mobilisation? Évidemment, là, vous avez l'intersyndicale ce matin qui a appelé à une nouvelle mobilisation de masse, alors que c'était peut-être là, on pouvait sortir des grèves. On va repartir dans de la mobilisation. Et puis, vous avez le soir même, devant l'Assemblée nationale, c'est inédit quand même, la place de la Concorde pleine de monde. Dans toutes les villes de France, les gens qui se réunissent. Aussi, peut-être que je suis dans le complotisme, on va en parler après, mais il va y avoir interdiction, il y a interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Pour les élections. C'est bidon. Non, mais ça va être fait dans les zones confinées, par l'extérieur. Pour les concerts, pour les événements culturels. Oui, mais le semi-marathon. On supprime les élections. À ce moment-là, on arrête les RER et les métros. Ils ont supprimé le salon du livre ce matin. C'est-à-dire que tout ça, il faut arrêter les métros en fait. Donc il faut refaire une grève générale. Des transports. Et là, on est sûr de limiter le coronavirus. Ça va être génial en France, on n'a pas de problème. On a la grève. Timothée, là, j'ai l'impression que vous empiétez sur le sujet d'après, qui est le coronavirus. Oui, mais les deux, est-ce que les deux ne sont pas liés? C'est quand même la question. Honnêtement, je suis. Et comment vous expliquez que ce soit passé un samedi soir? Mais c'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'il y a du cynisme ou pas? Vous dites non? Il y a toujours un peu de cynisme en politique, mais là, franchement, je pense pas. Je dirais, c'est tellement compliqué. La popularité dans l'opinion publique, ils savent très bien qu'un 49.3, ils sont tous au César, ça se verra pas. C'est ça. Non, c'est ça. Il y a le gros débat avec Polanski, il y a le coronavirus. On y va. Allez hop, on y va, on lâche le 49.3. Mais bon, il l'aurait dit. C'est du savoir-faire politique. Il l'aurait dit ce matin ou demain. Qu'est-ce que ça aurait changé? Vous auriez les mêmes commentaires, les mêmes personnes s'offusquant de ce déni de démocratie. Non, mais enfin là, en l'occurrence, il parlait que du virus dans cette session-là. Enfin, il y a quand même un bon. Et la question de la constitutionnalité est évoquée. Alors non, oui et non, parce qu'en fait, le compte rendu n'est pas. Ça me paraît attiré par les cheveux. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler donc du coronavirus. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez fait des provisions? Est-ce que vous êtes convaincu qu'on nous cache des choses? Ce matin, le Parisien nous dit qu'un Français sur 2 a le sentiment qu'on nous cache des choses sur le coronavirus. Absolument, 1 sur 2. A tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff qui, je pense, sera en très grande forme lui aussi. On débat avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, Mathieu Alterman, journaliste, et Timothée Gaget, directeur de l'agence de communication Archer. Donc le coronavirus, on est passé en stade 2 samedi, et c'est vrai que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à dénoncer une forme d'incohérence dans certaines décisions, c'est-à-dire pourquoi est-ce que certaines manifestations sont maintenues comme les matchs de foot, pourquoi est-ce que on a annulé le semi-marathon. Alors c'est vrai qu'on nous a expliqué qu'il y avait au départ du semi-marathon des gens qui étaient très proches les uns des autres, mais enfin au foot, ils se serrent pas la main, mais enfin ils se crachent dessus. Donc je sais pas, vous avez chacun a son petit exemple d'incohérence. Moi, je pense qu'en fait le truc c'est que on va tous l'avoir, enfin quasiment. Faut pas s'inquiéter sur le fait d'avoir le coronavirus, faut s'inquiéter sur le fait qu'un virus mute, parce que c'est un virus, c'est ça le danger. Moi je vais vous donner un exemple d'incohérence, c'est que les ambassades de certains pays à risque, comme Singapour par exemple, l'ambassade française de Singapour a déconseillé aux ressortissants français de venir à Singapour. Et moi, je suis censé aller en Thaïlande fin mars en passant par Singapour. J'ai appelé Air France pour annuler les vols. J'ai appelé l'hôtel pour annuler. Et on me dit, ah bah non,
on ne peut pas annuler, puisque ce qu'a dit l'ambassade, le gouvernement français n'a pas fait de déclaration officielle en conseillant aux gens de ne pas se rendre dans ces pays. Donc, si l'ambassade le fait, mais que le gouvernement ne le fait pas, vous êtes remboursé de rien. Donc, vous avez plein de gens qui ont pris des billets, des vols, qui doivent se déplacer, qui soit vont s'asseoir sur plusieurs milliers d'euros, soit vont y aller sans avoir peur. Il y a une vraie incohérence, on ne comprend rien. C'est un sondage ce matin qui est donné dans le Parisien. 57% des personnes interrogées, donc c'est plus d'un Français sur deux, qui estime que le gouvernement a caché certaines informations, 12 points de plus que lors de la dernière enquête il y a un mois. Bon, il y a un mois, la situation était évidemment différente, mais une auditrice là, nous dit on nous cache la situation réelle, des cas à Cergy, à Conflans-Sainte-Honorine. Excusez-moi, c'est n'importe quoi parce qu'on ne va pas cacher un truc dont on est certain qu'il va sortir. Oui. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, surtout, il faut arrêter aussi avec ce sentiment de psychose et de complotisme permanent. Vous pouvez poser ce sondage, quel que soit le sujet, coronavirus, pesticides, transparence aux politiques, vous aurez toujours plus de 50% des Français qui répondent qu'on leur cache quelque chose. Non. Je pense qu'il est important, Ce qui est important de dire aux auditeurs, c'est que ce virus n'est pas plus dangereux que la grippe normale, la grippe saisonnière. Il est plutôt moins dangereux. Non, mais en mortalité, il est à 3% de mortalité, là où la grippe est à 0,1%. Mais attendez, la grippe, ça fait 10 000 morts par an. Oui, mais 10 000 morts par an, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Quand les médecins vous disent bien que la mortalité du coronavirus est plus importante que celle de la grippe. Ce matin, j'entendais... Auprès de populations très fragiles, il faudrait spécifier aussi. La différence, c'est que visiblement, le coronavirus est plus dangereux pour des personnes très âgées et faibles, par exemple, et assez peu dangereux pour des enfants. Donc, il ne faut pas non plus rentrer dans la psychose. Si vous avez le coronavirus, ça ne veut pas dire que vous allez mourir dans l'heure. Pour l'instant, il n'y a que 2 personnes qui sont mortes, qui étaient des personnes, et on ne sait pas si ces 2 personnes étaient touchées par... on sait qu'elles avaient une autre maladie avant, et donc sans doute qu'elles étaient dans un état plus faible. Il y a plein de personnes dans l'Oise aujourd'hui qui sont porteuses du coronavirus. Elles vont très bien. On leur a dit, rentrez chez vous, ne sortez pas, mais elles ont les mêmes symptômes qu'une grippe. Alors, il faut également... vous avez tout à fait raison, et il faut également savoir que aujourd'hui les hôpitaux disent, professeur d'hôpital qui expliquait qu'en cas de grippe, on ne prenait pas n'importe qui. Vous avez une grippe, on ne vous prend pas à l'hôpital, sauf si vous êtes très malade de cette grippe. Et que donc, il y a une aberration absolue, c'est de vouloir dire aux gens qui doivent se faire diagnostiquer, aller à l'hôpital. La plupart du temps, quand vous aurez le coronavirus, si vous l'avez, il y a un article qui disait qu'il y avait 70% des gens qui auront le coronavirus, peut-être d'ici à 1 an. Et que donc vous allez rester chez vous pour vous soigner avec du Doliprane, c'est une chose. Et je voulais vous dire que j'ai un rhume et que j'ai téléphoné, comme j'avais des centres d'appel, j'ai téléphoné à la cellule en disant tiens, tous nous refiler le coronavirus autour de ces salles. Tester pour savoir d'une part comment répond la plateforme et logiquement, bon voilà. Donc je téléphone, je dis bonjour monsieur, je vous appelle parce que je suis pas très bien, j'ai mal à la tête, je tousse un peu, enfin je suis grippée, etc. Ah, me dit-il, vous avez le coronavirus ? Alors, je dis, écoutez, je ne sais pas, je vous appelle justement pour savoir. Il dit, si vous ne savez pas, alors je dis, mais qu'est-ce que je fais ? Eh bien, il dit, il faut appeler le 15. Alors, je dis, écoutez, monsieur, je ne vais pas appeler le 15, je n'ai pas de fièvre. Puisqu'on nous dit d'appeler le centre avant d'appeler le 15 pour ne pas surcharger. Et je ne vais pas appeler Moi, j'ai un grand respect pour le 15, qui voit des vrais accidents, le SAMU, etc. C'est vraiment... Il me dit, alors à ce moment-là, il faut aller à l'hôpital, je vois que ça. Mais il faut aller dans un établissement agréé. Je dis, quels sont les établissements agréés ? Il me dit, je ne sais pas. Alors, c'est sympathique de ne pas contaminer tous les autres patients de l'hôpital qui eux n'ont pas. Je dis, le gouvernement a clairement dit de ne pas se rendre aux urgences. Quand vous pensez avoir un coronavirus, il faut bien le dire à tout le monde, n'allez pas aux urgences. C'est la dernière des choses à faire. Il me dit, il y a des établissements agréés, mais j'ai pas la liste, c'est trop long. Je dis, qu'est-ce que je fais ? On me dit, il y a un site internet, je l'ai pas là. C'est hallucinant. C'était un peu de la préparation. Moi, dans ces contradictions, je voudrais savoir quel est le coordinateur, parce que il y a de telles, et on va vous en citer, il y a de telles contradictions dans les consignes qui sont données, y compris le ministre de l'Éducation nationale qui a donné ordre que tous les voyages scolaires soient annulés. Ma petite fille m'a téléphoné ce matin, je suis au Danemark depuis 3 jours et je rentre. Je dis, comment ça tu rentres ? Il me dit, oui, puis je rentre en car, on va pas en avion. On rentre, on a 48 heures de car, on passe par la Suède. Ils sont partis avant-hier, il y a 2 cas au Danemark. Donc il y a un moment où on est tombé sur la tête. Juste une précision, ce que je vous dis, je vous le confirme, c'est l'OMS donc, qui explique qu'il ne faut pas confondre le nombre de morts et la morbidité d'un virus. C'est-à-dire que la grippe tue la létalité, ce qu'on appelle le nombre de morts par rapport à la population infectée, de 0,2 à 0,5%. Ça, c'est Santé publique qui nous dit ça. Et quand on parle grippe
La grippe saisonnière, la grippe saisonnière, la grippe en général. Ouais. Mais la létalité, la létalité du coronavirus est de 2,3%. Donc c'est le rapport qui est entre le nombre de personnes infectées et le nombre de morts. Ce sont des chiffres qui sont sur certaines zones géographiques où de toute façon on a la manière de soigner est quand même moins performante dans une Chine, dans une province chinoise reculée qu'ici. 100 personnes porteuses du coronavirus en Chine. Il y a un plus gros taux de létalité que 100 personnes porteuses en France. Et pour l'instant, les stats, elles sont plutôt fixées. C'est pas évident, parce que le soin, il n'y a personne n'a le médicament. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont très bien soignées en France, alors qu'il y a des personnes qui l'ont eu dans un petit village. Parce que la morbidité, le fait que vous soyez infecté, que vous en mouriez, il y en a qui sont morts en France aussi. On ne va pas faire le débat. Soyons honnêtes, nous sommes experts, mais pas experts en santé et en virologie. Donc, ça va aussi avec le côté, la défiance du politique, la défiance des élites économiques. Maintenant, on va avoir la défiance des autorités de santé, que moi, je n'ai pas. C'est-à-dire que je leur fais confiance. Je pense que quelqu'un qui a fait 18 ans d'études pour étudier les virus connaît la chose. Et c'est vrai que ce matin, on entendait un professeur de la Pitié-Salpêtrière qui disait, franchement, c'est beaucoup plus dangereux que la grippe et que pour l'instant le traitement, il n'y a pas autre chose. Vous êtes malade, vous restez chez vous. Je trouve justement que les médias ne parlent pas assez du traitement. Là, on n'arrête pas de répéter. On n'arrête pas de parler du 15, mais je préfère qu'on parle plus du Doliprane et de l'Aspégique que du 15. Voilà, vous avez la réponse. On a Olivier en ligne avec nous. Bonjour Olivier. Allô ? Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je m'étais inquiété la semaine dernière, il y a 7 jours, du fait qu'on n'ait pas annulé. J'avais même envoyé à l'AFP, parce que une chose qui m'étonnait, c'est le fait qu'on n'ait pas annulé le match Lyon-Turin. Et je trouve que la constance, et maintenant, je suis professeur, et on arrive, et des élèves qui viennent d'Italie vont arriver en classe aujourd'hui, alors qu'il était prévu qu'ils soient en quarantaine. Par contre, ils rentrent du Danemark. Et la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est simplement, est-ce qu'il n'y a pas quel est l'intérêt de multiplier les foyers ? Quel est l'intérêt d'avoir pris le risque d'avoir plusieurs foyers épidémiques, à part, si l'on est un peu malveillant, de dire que ça permet de reporter les élections. On n'est pas sur 49 mois. Mais c'est terrible à dire. Mais je ne vois pas pourquoi ce qui a été mis en place en Chine et l'ensemble de ce qui a été mis en place en Italie ne serait pas bon pour la France. Mais parce que c'est une incohérence. Parce que l'Italie a très très mal géré la crise, justement, que c'est le plus gros foyer aujourd'hui. Donc c'est pas. Et puis que ce que disent les médecins, c'est que ce qu'on sait, on le sait à l'heure où on parle, et que les choses peuvent bouger. Et il n'y a pas de complot. C'est que la France devienne le plus gros foyer assez rapidement, parce qu'on a quand même un pays au carrefour on est à côté de l'Italie, on a une plateforme aéroportuaire assez énorme, et puis effectivement on a l'impression d'une gestion un peu au jour le jour, en fonction des intérêts économiques, il faudrait pas froisser tel maire de telle commune, c'est quand même particulier. Rappelons Roselyne Bachelot. Oui, mais là, moi, il y a une vraie question. Laissez terminer, Alexis. Non, mais sur l'organisation, par exemple, les médecins généralistes qui sont en première ligne, c'est eux qui vont voir les gens qui ont la grippe. Donc, ils vont pas les voir, mais bon. Non, mais qui disent, mais nous, on devrait être équipés de masques quand même. Bien c'est sûr, la moindre des choses. Oui. Ils en ont pas. Et alors, il y avait des stocks qui avaient été faits par Madame Bachelot. Où sont les stocks de masques ? Ils sont plus bons. Apparemment, il y en a plus. Tout le monde, ça a été écoulé. Et là, il faut refaire des masques. Et le temps qu'ils arrivent, évidemment, c'est trop tard. Si les soignants tombent malades, et de manière nombreuse, là, on a une crise sanitaire. Mais n'a-t-on pas un danger à certaines zones géographiques ? Vous savez, on parle toujours de déserts médicaux en France. Qu'est-ce qui va se passer pour des gens où il n'y a juste pas de médecins, il y a juste pas de... Qu'est-ce qui va se passer ? Si notre pays est bien équipé, arrêtez de paniquer. Non, il y a des zones où vous avez un mois pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Oui, mais ces zones-là sont assez... Il y aura moins de contagion. Il y aura moins de contagion. Non, il y a un vrai sujet quand même. Ça, je parle en chef d'entreprise. Mais qui coordonne ces consignes ? Qui dirige ça ? Ça peut pas être le président de la République qui donne les consignes. Ça peut pas être... Pourquoi est-ce que... Qui parle avec le ministre de l'Éducation nationale en disant on fait ramener tous les voyages scolaires aujourd'hui du Danemark où il se passe rien, alors que non mais il faut une coordination. Qui décide de pas annuler ? C'est coordonné. Il y a un ministre de la Santé, un ministre de l'Éducation qui décide. S'ils décident des choses contradictoires, mais là c'est pas contradictoire. Ils ont décidé d'annuler tous les voyages scolaires. Non, on autorise un match de foot et on fait rentrer des mômes. Les enfants qui rentrent d'Italie vont tous en classe aujourd'hui, mais on fait rentrer les voyages scolaires. Ça se trouve c'est le même qui gère ça. Le 49.3, les Césars. Oui, mais c'est ça. Il y a un directeur général de la santé qui coordonne justement tout ça. Il faut le changer. On a Sandrine en ligne avec nous. Bonjour Sandrine, vous nous appelez d'Évian. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors,
mon idée, c'est qu'il faut revenir avec un peu de bon sens et qu'il n'y aura aucune décision qui réglera l'ensemble du problème. Par contre, on va avoir beaucoup de petites décisions qui peuvent, par étapes successives, régler le problème. Alors, le sentiment des gens, c'est de voir ces villes désertes en Chine. Et puis, ici, on a l'impression qu'on est à l'opposé, en faisant, en effet, venir des supporters de football, etc. Et les métros qui continuent de rouler avec, là, pour le coup, une concentration alors là, on arrête la France à ce moment-là, puis on se suicide économiquement pendant qu'on y est. Pardon, allez-y, Sandrine, terminez, pardon. Merci. Donc l'idée, c'est aussi de se dire qu'on est dans un pays dans lequel les gens sont largement capables de comprendre ce qu'il faut faire ou pas, et d'arrêter de les infantiliser en pensant qu'il va y avoir une panique imaginaire. Moi, j'ai jamais vu de panique en France. Là, il y a une petite panique dans les supermarchés. On a vu des images de rayons totalement dévalisés dans les pâtes, les conserves, les produits d'entretien. Donc il y a un peu de panique quand même. Pas faire sa lessive, s'il y a le coronavirus, serait terrible. C'est une certaine forme de prévention. Bon, après, c'est normal que les gens se disent, si on en arrive à ce qu'on a vu en Chine, il faut se préserver un petit peu. Maintenant, vraiment, la panique en France, moi, sincèrement, je ne l'ai jamais vue. Je pense qu'il faut arrêter d'infantiliser, dire les choses telles qu'elles sont. Et la panique, je pense que ce sont surtout nos dirigeants qui... Est-ce que les médias n'ont pas un rôle, justement, pour désamorcer cette panique ? Je pense dans le sens inverse. Autant ils doivent informer, autant je pense que là, il y a un rôle pour désamorcer un peu on n'a pas parlé du problème majeur, on n'en parle pas du tout, qui n'est pas un problème de est-ce que l'avoir, c'est grave ou pas. Non, c'est l'aspect économique. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est ce que je dis. Mais Bernard Arnault a stoppé tous les investissements publicitaires dans le média, parce que quand il n'y a plus le marché chinois, en gros, on ne peut plus dans le luxe. Yves Rocher, la semaine dernière, a stoppé également tous les investissements. Ça va être très très grave. Et pour des gens qui ont enchaîné les gilets jaunes, les manifs sur les retraites... Et les bourses qui chutent. C'est terrible. Et surtout, vous retrouvez qu'au moment où on a besoin de médicaments, il y a une grosse partie des médicaments qui sont fabriqués en Chine. Et donc, vous voyez aussi... Vous pensez que ça va changer quelque chose, justement, dans cette dépendance qu'on peut avoir par rapport à la Chine ? On se rend compte qu'une économie totalement mondialisée, qui jusqu'à présent apportait du bienfait et de la croissance, a aussi ses limites. Et quand il y a des cas comme ça, où on doit couper les échanges, puisqu'on se voit qu'en matière agricole, en matière de médicaments, on est totalement dépendant de certains pays, et quand vous coupez les échanges, ça ne fonctionne plus. Donc sans doute, d'ailleurs c'est ce qu'ont dit les grands labos pharma, qui vont prévoir dorénavant des stocks en Europe pour pouvoir faire face... Je pense que ce virus va sauver plus de vies qu'on ne le pense. La respiration en Chine. Non, Sophie, je ne m'avancerai pas sur des... Oui, j'ai vu, mais on ne peut pas dire un truc comme ça. Le taux de pollution en Chine, du fait de l'absence de circulation, a sauvé... Non, mais il y a des articles très intéressants sur le sujet. J'ai vu que la pollution, on a vu le nuage de pollution. On peut dire aussi que les guerres, c'est bien quand on les arrête, parce qu'économiquement, ça va mieux. Je pense que d'abord, il faut savoir que ça va s'arrêter. Il faut s'arrêter, Sophie. Il faut s'arrêter. Juste pour conclure sur l'incohérence, un auditeur nous dit on a laissé 120 000 Catalans déambuler dans les rues, alors que dans le même temps on autorise les matchs de foot et qu'on interdit le semi-marathon. Voilà. Pas très cohérent. Eh bien, à suivre. Merci à vous. On se retrouve, nous, demain, et dans un instant, c'est André Berkoff.